et j'organise un festival qui s'appelle l'Art en Vigne à Aix-en-Provence. Donc on installe des artistes dans les domaines viticoles, c'est un parcours. J'écoutais Gaëtane et Didier, et en fait je me posais la question, on parle toujours d'une cible et d'une clientèle étrangère, mais il n'y a pas beaucoup de Français aussi qui ont envie de se balader dans les domaines, de découvrir les vins des autres régions, qui eux peuvent acheter du vin et repartir avec leur vin, c'est quand même beaucoup plus simple aussi. Et je me demandais comment ça s'est fait naturellement, ou c'est un choix, ou quelles sont vos raisons pour être plus sur une clientèle étrangère qu'une clientèle nationale. Alors, en ce qui nous concerne, Gaëtane Mauvazine a parlé de 95% de clientèle étrangère. Nous, la clientèle française fait bien partie de nos cibles. Sur des marchés auxquels on ne passe pas forcément, mais dans le cadre de nos contrats, de nos accords, on a l'ensemble des salariés via le comité d'entreprise de TNT qui ont reçu des offres de séjour. Hein. Les durées de séjour de la clientèle française, à mon avis, sont plus courtes. Mais enfin, nous, de notre côté, en tout cas, on essaye d'être présent sur le marché français. En ce qui concerne François Une Tour, c'est vraiment un positionnement. J'ai listé justement tout à l'heure volontairement la multitude d'autres positionnements qui étaient possibles et qui sont des places à prendre aujourd'hui. On s'est focalisé sur celle-ci. On a cherché surtout le positionnement sur lequel nous, on pouvait apporter le plus de valeur ajoutée. Et donc, comme expliqué, au moment de la vente, pouvoir justifier du service qu'on apporte et donc du prix derrière. Et pour un étranger qui ne voyage pas avec sa voiture, il a besoin justement d'un produit qui inclut le transport. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un Français qui peut plus facilement prendre son véhicule. Ils peuvent acheter des vins et rentrer avec, ou sur les domaines qui les renvoient? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, malheureusement, actuellement, pour les domaines avec lesquels on travaille, on n'a pas encore de leur part une mise en place de services d'export aux particuliers. Donc les gens repartent avec les contacts des distributeurs dans les pays, ce qui est déjà une bonne chose en soi. Après, les clientèles étrangères voyagent en avion, hein, donc ça, il reste limité sur les quantités de bouteilles qui peuvent être emmenées, surtout que tout doit passer en soute maintenant. Donc c'est vrai que c'est un vrai problème qu'on va essayer d'adresser justement par la mise en place du service dont je parlais, d'export aux particuliers. Ouais. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'il y a quand même deux types de structuration, parce que là on est sur les commerciaux, on est sur de l'intermédiation, on est sur des TO, on est sur du réceptif. Après, on a parlé avec Isabelle d'une animation locale, structurée localement, qui donne du contenu humain. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs, mais qui valorise véritablement une offre de destination avec la collaboration, avec les liens qu'on peut trouver à l'échelle d'un territoire entre des restaurateurs, des vignerons. Et ça, c'est plus une valorisation, bien évidemment, local, local, pour une clientèle local, là encore, intra-régional. On n'est pas tout à fait sur les mêmes cibles et du coup, on ne communique pas du tout de la même façon. Clairement, les TO, arrêtez-moi si je me trompe, ou intervenez ceux qui sont dans la salle et qui sont spécialistes. Aujourd'hui, la structuration de l'offre no-tourisme à l'international, c'est clairement une porte d'entrée de la part de certains marchés, comme la Chine, comme le Brésil, pour toucher la destination. D'ailleurs, le CRT PACA, ne s'y est pas trompé, organise régulièrement des opérations de communication et de promotion sur ces marchés-là. À nous, ensuite, de valoriser toutes ces initiatives, de partir avec les TO, réceptifs ou autres qui souhaitent être de la partie, mais également valoriser clairement les initiatives locales pour montrer ce qu'est une destination, pour montrer ce que sont les valeurs d'une destination et comment on la vend et comment on la propose. C'est un peu l'essence de la destination. Là on touche la commercialisation et l'animation qui ne dépasse pas en termes de quantité de participants, Isabelle. Donc 120 participants. Vous voulez peut-être ajouter 2 mots là-dessus? Non, par rapport à cette question, justement ou... Pas forcément par rapport à Envie Épicurieuse, mais j'ai une longue expérience de commercialisation, en particulier dans les caveaux. Et effectivement, quand on voit arriver des groupes d'étrangers seuls ou quelquefois accompagnés, qu'on passe beaucoup de temps à leur expliquer beaucoup de choses et que les Américains sont spécialistes des questions complètement, quelquefois même intimes, sur
sur ce que vous faites là, et que ces gens repartent avec rien. Oui. C'est quand même assez agaçant. Donc, c'est vrai que le développement de l'onotourisme, dans ces conditions, c'est un peu... Est-ce que, après, c'est vrai que c'est une question de prix, mais comment arriver à rémunérer un vigneron sur effectivement le temps qu'il passe à recevoir le monde? Mais ça, c'est... voilà, ça, j'ai pas de réponse vraiment à apporter, mais c'est vrai que c'est un vrai problème au niveau de l'accueil dans les caveaux, quoi. Voilà. Non, mais au-delà même du problème du vigneron, c'est aussi la frustration peut-être de ceux qui viennent et qui découvrent le vin, la dégustation, et peuvent pas repartir facilement avec du vin, quoi. Non? Ah ben ça, peut-être, oui. Ouais. Clairement, d'ailleurs, Didier parlait d'un partenariat avec TNT, qui du coup, dans la structuration de l'offre, intègre directement l'envoi du vin acheté ou de la production. Après, bon, c'est vrai que peut-être une mutualisation, peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut parler de mutualisation? Je ne sais pas, je pose la question. Au niveau des vignerons, de façon à organiser des envois groupés, passer un accord avec tel ou tel transporteur. Je ne sais pas, je pose la question. Moi, justement, je précise que la mise en place d'un service export, quand on est une structure touristique, elle est vraiment là pour un plus, pour donner une raison supplémentaire aux clients de réserver la prestation chez nous, et pas du tout quelque chose qu'on intègre dans notre modèle économique. C'est pas notre métier. Donc, on essaie de prendre la place, de pallier à un manque qui existe actuellement auprès des vignerons pour des raisons qui sont sûrement justifiables, hein, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire à ce sujet-là. Juste peut-être pour ajouter quelques mots par rapport à ce que vous disiez aussi, c'est vrai que la question de l'expédition, c'est une question qui est assez récurrente, en fait, qu'on entend très souvent dans différents colloques, interventions sur le thème de l'onotourisme. Globalement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce n'est pas si compliqué que ça d'expédier du vin. La question principale, c'est celle du coût, parce que c'est vrai que ça revient vite très très cher, et quand on achète du vin chez des producteurs, en plus notamment pour des étrangers qui le retrouvent à des prix bien différents dans leur propre pays, c'est surtout là qu'il est difficile de trouver une cohérence. Après, quand on parle d'accueil de groupe notamment, je sais que nous, le message qu'on essaye de faire passer aussi auprès de nos adhérents, c'est que déjà ceux qui reçoivent des groupes, généralement sont plutôt des entreprises viticoles qui ont déjà fait un travail de structuration sur l'accueil de clients dans leurs entreprises, et on essaye aussi de leur dire que c'est un métier qui devient un petit peu différent, qui est un métier complémentaire à leur métier initial, et qui doit du coup aussi être un métier créateur de valeur. Et à ce titre-là, pourquoi pas aussi pouvoir facturer cette prestation d'accueil de groupe, notamment, hein, je ne parle pas des clientèles individuelles, mais en tout cas sur les groupes où effectivement il y a des prises en charge pendant 2 heures par exemple, avec une visite de cave, avec une dégustation qui peut être accompagnée de petites choses à grignoter, etc. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur, si on veut que l'onotourisme perdure et soit véritablement créateur de valeur pour chacun des prestataires qui sont impliqués dans les journées, dans les packages, qu'on puisse facturer aussi la prestation chez les vignerons. En tout cas, voilà, c'est pas quelque chose d'encore courant, on n'est pas encore habitué à ça, mais je pense qu'il faut véritablement se poser la question en ce sens aujourd'hui, si on veut qu'il y ait quelque chose de durable en la matière et de viable économiquement.